et bienvenue dans cette nouvelle page de culture. L'espèce humaine ne connaît qu'une seule façon de venir au monde. En revanche, il existe une infinité de façons d'en partir. On ne peut pas vraiment dire qu'il existe des morts intelligentes. En revanche, il existe des morts vraiment, mais alors vraiment stupides, comme vous allez le constater aujourd'hui. Et les grands de ce monde, les grands noms de l'histoire, n'échappent pas à la règle. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Dans les reconstitutions de documentaires ou dans les films historiques truffés d'effets spéciaux, on a l'habitude de voir des Romains de Pompéi mourir brûlés à cause d'une nuée ardente, dévalant les pentes du Vésuve, écrasés par les pierres ponces qui pleuvent ou encore étouffés par les cendres volcaniques ou les gaz toxiques. Bref, des morts qui ont de la gueule. Des morts qui passent très bien dans un film catastrophe hollywoodien, mais il est un Pompéien célèbre qui préféra mourir d'une façon moins spectaculaire, mais beaucoup plus originale. Il s'agit de Tiberius Claudius Drusus. Alors Tiberius, ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit du fils de l'empereur Claude. Il faisait bon, ce matin-là, dans cette magnifique ville méditerranéenne de Pompéi. Claudius, sur la terrasse de sa magnifique villa, à l'ombre des vignes, jouait à lancer en l'air des quartiers de pois et à les rattraper la bouche ouverte. Innocente distraction. Malheureusement, l'un des morceaux alla se coincer dans le fond de son gosier, et il mourut étouffé. Dommage, dommage pour lui. On n'échappe pas à son destin, même si l'on est roi. C'est le cas de Charles VIII, qui était promis un bel avenir. Roi à 13 ans. Il a 27 ans et décide d'aller voir une partie de jeu de paume en son château d'Amboise. Mais le roi se cogne la tête au linteau de la porte qui mène à la salle. Il en meurt peu après. Ce destin rappelle d'ailleurs celui d'un autre roi, Louis III, petit-fils de Charlemagne. Alors Louis III est un monarque qui a le sang assez chaud, dirais-je. C'est le moins que l'on puisse dire. En 882, il poursuivait de ses assiduités une jeune femme non consentante. Mais dans sa course, il heurta lui aussi un linteau de porte trop bas et se fracassa le crâne. Il en mourut. Décidément, les architectes ont vraiment bien fait de relever la hauteur des portes aujourd'hui. Il y a aussi ces lois des séries inexplicables. Par exemple, on peut dire que le melon ne réussit pas la dynastie des Habsbourg d'Autriche. En 1493, l'empereur d'Autriche, Frédéric III, meurt d'une indigestion due à une consommation excessive de melon, ce qui est déjà ballot en soi. Mais 26 ans plus tard, son fils, Maximilien, meurt des mêmes raisons. Les descendants suivants ont, paraît-il, évité le melon par la suite. Le roi déchu Stanislas de Pologne, devenu duc de Lorraine grâce à son gendre Louis XV, se réchauffait auprès de sa cheminée. Sa robe de chambre prit feu. Il mourut carbonisé et s'éteignit en 1766. Enfin, il s'éteignit, façon de parler. Philippe de France, fils de Louis VI le Gros, se déplace à cheval dans les rues de Paris. Soudain, un porc se jette dans les jambes du cheval, qui trébuche en désarçonnant son royal cavalier. Malheureusement, le roi se retrouve en dessous de son destrier et succombe peu après. La mise en place d'une république a aussi tué un roi dans l'histoire. Non, 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 je ne parle pas de Louis XVI, mais de Nanbadayin, un roi birman. En apprenant que Venise était une république dépourvue de roi, Nanbadayin fut pris d'un fou rire inextinguible. Il en mourut, donnant une réalité à l'expression mourir de rire. Il y a aussi les trompe-la-mort, ceux qui ont nargué la mort toute leur vie, mais qui meurent d'une raison tout autre que celle que l'on aurait pu attendre. Pyrrhus. Pyrrhus est roi d'Épire, dans l'actuelle Albanie. C'est un invincible guerrier. Il n'hésite pas à s'élancer au combat en première ligne, aux côtés de ses soldats. Tous ses ennemis reconnaissent sa bravoure. Il sera pourtant tué par une vieille dame. En effet, celle-ci lance de sa fenêtre une tuile qui tombe sur la tête de Pyrrhus et lui fracasse le crâne. C'est ce roi qui est à l'origine de l'expression « une victoire à la Pyrrhus ». Pendant les campagnes d'Italie de Pyrrhus contre les Romains, il remporte une victoire qui lui coûte très cher en soldats. Il s'exclame « Encore une victoire comme celle-ci, et je rentrerai seul en Épire ». Une victoire à la Pyrrhus désigne donc une fausse victoire, trop chèrement acquise pour être décisive.
Nous sommes aussi obligés de citer l'histoire du connétable du Guesclin. Étrange destin. Imbattable durant les tournois, sortant vivant des innombrables batailles auxquelles il participe, frôlant la mort à chaque combat. Le 13 juillet 1380, du Guesclin a 60 ans. Il semble indestructible. Un jour de grosse chaleur, il veut se désaltérer et boit à une fontaine d'eau glacée. Il meurt, foudroyé par hydrocution devant Châteauneuf-de-Randon. Antoine de Bourbon maintenant, père d'Henri IV, se trouve au siège de Rouen en 1562. Il meurt touché par l'ennemi en véritable héros, enfin presque en héros, car en réalité, il n'était pas vraiment en train de donner l'assaut à l'ennemi, il satisfaisait un besoin naturel, pressant, triste fin pour un guerrier. Bobby Leach était un homme qui aimait tenter des expériences, disons, peu banales. Un jour, il eut l'idée, loufoque j'en conviens, de descendre les chutes du Niagara enfermé dans un bidon. Résultat, il survécut, mais se cassa les 2 jambes et la mâchoire. Il tenta aussi plusieurs fois de traverser les rapides des chutes du Niagara, mais là encore il survécut. Cet homme semblait donc avoir 9 vies comme les chats, mais il faut croire qu'il les avait épuisées en 1926, quand il mourut en ayant glissé sur une peau d'orange. Il ne faut donc pas trop tenter le diable, sinon le destin vous rattrape. Et puis, certaines morts sont quand même difficilement prévisibles et tiennent à des circonstances qui sentent le pas de bol quand même. Telle l'histoire de Jean-Baptiste Lully, le compositeur de la cour de Versailles qu'adorait Louis XIV. Un jour, il bat la mesure avec sa canne, en frappant le sol, et s'en donne malencontreusement un coup sur le pied. Oh, rien de bien dramatique, me direz-vous. Mais nous sommes au XVIIe siècle et Molière nous a suffisamment parlé de l'incompétence des médecins de son époque. Donc, la blessure s'infecte et le grand Lully contracte la gangrène. Il en meurt. Revenons au XXe siècle. La célèbre danseuse Isadora Duncan a 50 ans en 1927. Elle est riche, elle est célèbre, elle est talentueuse. Elle habite Nice et roule dans sa Bugatti décapotable sur la promenade des Anglais. The hair's in the wind, comme on dit en anglo-provençal. Elle a une longue écharpe, longue, trop longue. L'écharpe se prend dans la roue arrière de la voiture et entraîne brutalement la tête d'Isadora vers l'arrière. Ses vertèbres cervicales se brisent sur le cou. Sans jeu de mots, bien sûr. Quand on parle de mort idiote, celle de Tycho Brahe tient une place à part. Le célèbre astronome était l'invité de l'empereur d'Autriche Rodolphe II. Durant le banquet, Tycho Brahe fut pris d'une terrible envie d'uriner. Mais par respect pour ses hôtes, il n'osa pas demander la permission de quitter momentanément le repas. Il se retint, mais il se retint tellement qu'il en tomba malade et après 10 jours d'une atroce agonie, il succomba, victime de la bienséance. Charles Valentin Alcan, compositeur du XIXe siècle, surnommé le Berlioz du piano, ce n'est pas rien, était un bibliophile averti. Un jour, il voulut attraper un ouvrage rangé sur les dernières étagères de sa bibliothèque. Mais il ne parvenait pas à l'atteindre. Il grimpa alors dessus, mais la bibliothèque était mal fixée au mur et lui tomba dessus. Il mourut sur le coup. Cela nous rappelle bien sûr le bon mot de Georges Clemenceau. Les livres sont comme les fonctionnaires. Ce sont les plus haut placés qui servent le moins. Il y a aussi ceux qui se les cherchent quand même. Un cas intéressant autant qu'étrange est celui de Pierre-François Gossin, député du tiers aux États généraux. Il travailla beaucoup à la division de la France en départements, sur l'organisation des archives nationales ou sur la division administrative de la ville de Paris. Homme sérieux. C'est également à Gossin que l'on doit le transfert des cendres de Voltaire au Panthéon. Par la suite, on l'accusa injustement d'entente avec l'ennemi prussien. Il fut condamné à mort. Mais le 4 Thermidor, an 2, le jour de l'exécution, il lui arrive quelque chose dont aucun condamné à mort n'oserait rêver. On le sort de sa cellule, accompagné de tous les condamnés du jour, et on le conduit dans la cour de la prison. On fait l'appel.
En entendant son nom, chaque criminel, ou supposé criminel, doit monter dans la charrette qui part vers la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, où trône la guillotine, celle que l'on appelle aussi la veuve. On égrène donc un à un les noms de la sombre liste, mais on oublie celui de Pierre-François Gossin. La charrette s'ébranle et notre petit député reste comme un couillon seul dans la cour de la prison. Il sort, se retrouve dans la rue et là, au lieu de prendre ses jambes à son cou, ce cou qui lui permet encore pour le moment de garder la tête sur les épaules, ne voici pas notre député qui suit à pied bien gentiment le char des condamnés. Arrivé sur place, il explique à ses bourreaux l'oubli dont il fut victime, on lui présente les excuses de l'administration et il passe sous le couperet de la guillotine. C'est quand même étonnant. On peut se demander, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Ah oui, je sais, une lame. Et puis, on a aussi le roi Adolphe Frédéric de Suède, au XVIIIe siècle, qui est à vrai dire un bien piètre roi. C'est un incapable, un olibrius au sens propre du terme. En fait, à défaut de gouverner, Adolphe Frédéric a deux passions dans la vie. La fabrication de tabatières, pourquoi pas, et les repas de fête. Et ce 12 février 1771, notre roi d'opérette va banqueter comme il se doit. On commence en toute simplicité par du caviar, puis il faut bien du homard. Nous sommes en Suède. On a aussi besoin d'un peu de poisson fumé. Quand les entrées sont terminées, le roi entame la choucroute. Le repas est arrosé copieusement de champagne. Enfin arrive le dessert. Alors à cette époque, le dessert qui a la cote en Suède, c'est le semla. Les Suédois en raffolent. Il s'agit d'une brioche fourrée de crème fouettée et de pâte d'amande. Et l'on trempe la brioche dans du lait avant de la manger. Bref, un truc à 3 millions de calories. Mais nous sommes en Suède, le pays du froid. Il faut des plats qui tiennent au corps, comme on dit. Alors, on peut penser qu'après un tel repas, le roi aurait pu se contenter d'un seul semla. Que nenni! Ce serait mal connaître Adolphe Frédéric. Il se resserre encore et encore. En tout, les chroniques sont très précises. Le roi se sert 14 fois du dessert. À la fin, bien sûr, le roi s'écroule, terrassé. Avait-il pris trop de dessert? Est-il mort à cause du homard? Peut-être, d'où l'expression « homard m'a tué ». Un personnage étonnant maintenant, François Reichelt. Nous sommes en 1912 et ce sont les débuts de l'aviation. François est tailleur et il a une magnifique idée. Il va fabriquer un costume parachute. Attention les yeux. Alors, il se met à l'œuvre. Il étudie avec soin le vol des chauves-souris. Il fait quelques essais avec des mannequins qui ne sont pas du tout, mais pas du tout concluants. Il saute lui-même d'une hauteur de 10 mètres avec son costume, mais c'est un échec. Heureusement, il avait mis de la paille au sol pour amortir sa chute. Et il ne se casse rien. Reichelt aurait pu en rester là, mais notre ami a de la suite dans les idées. Il veut tester son costume en sautant de la tour Eiffel. Oui, il faut quand même que je vous décrive son costume. C'est édifiant autant que délirant. C'est une sorte de grande toile ample qui lui pend des avant-bras et qui rejoint le bas de ses jambes. Il y a aussi une sorte d'excroissance étrange de toile soutenue par des montants en bois qui dépassent d'1 mètre au-dessus de ses épaules. Et on voit des lanières de corde qui pendouillent un peu de partout. Bref, n'importe quel enfant, voyant cet appareillage, serait capable de comprendre que ce truc est incapable de porter le poids d'un homme. Mais notre François ne se dégonfle pas. Il demande l'autorisation à la préfecture de procéder à un essai du haut de la tour Eiffel. Le préfet accepte, mais c'est un mannequin qui doit sauter. Reichelt n'est pas du tout content. Il voulait l'essayer lui-même. Qu'à cela ne tienne. Il passe outre l'interdiction et monte avec son incroyable costume jusqu'au premier étage à 57 mètres du sol. Les journalistes ont été conviés, les caméras tournent, les photographes sont à l'affût. Reichelt est certain de passer à la postérité, ce en quoi il n'a pas tout à fait tort. Il monte sur la rambarde de protection, hésite quelques dizaines de secondes et s'élance. Et là, mes amis, il tombe comme une...
comme, comme une pierre, disons. Son costume, évidemment, ne ralentit pas, mais alors pas du tout sa chute. Au sol, on mesurera un cratère de 20 centimètres. Le film de son essai fera le tour du monde. Reichelt a la gloire qu'il attendait, mais pas de la façon qu'il aurait pu espérer. C'était un passionné, donc sa raison était altérée par son exaltation. Le filtre de la prudence qui nous fait éviter les dangers s'était effacé pour François Reichelt. Mais ne faut-il pas ce genre de personne pour faire avancer le monde? Pourrions-nous aujourd'hui nous rendre dans l'espace avec autant de facilité s'il n'y avait eu ces fous volants, ces fous qui voulurent être les premiers à traverser l'Atlantique, à gravir l'Everest, à atteindre le pôle sud ou même à poser le pied sur la Lune? Sont-ils aussi fous qu'on le pense? Ceci est une autre histoire. Merci et à bientôt.